Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné-critique, qui dit duo sur Takashi Miike, qui dit duo d'ailleurs, je ne suis pas seul, mais qui dit Takashi Miike dit avec moi aujourd'hui l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Tiens, je te mets comme ça, c'est mieux. Écoute, ça va très très bien, c'est un plaisir, le soleil est au rendez-vous. Et toi, si je ne me trompe pas évidemment, puisque c'est tes vacances, tu es en vacances ce soir, Ça y donc est, ça au moment où va je fais bien. cette vidéo, je ne sais pas quand elle sera publiée, mais au moment, vous voyez, Ouais. là, hop, je suis en vacances, en un seul morceau ou presque. Et ça tombe bien, commencer des vacances en évoquant une des énièmes œuvres de ce réalisateur fou, fantasque, hyper prolifique. C'est notre 20e numéro du journal de Mickey, normalement. Voilà. Et pour ce 20e numéro, petit moment spécial, parce que nous avons choisi, alors au hasard, c'est une pièce qui a décidé, c'est pas une blague, hein, parce qu'on hésitait entre deux, pourquoi pas. On a failli faire l'un des plus récents, mais en fait, on fait le plus vieux qu'on a évoqué jusqu'ici. Voilà, à une année près, parce que c'est un an avant The Bird People in China, Rainy Dog, ou en version originale, Gokudo Kuroshakai. Je ne pense pas que ça veuille dire Rainy Dog en version originale, mais parce que disons, dog en chien en japonais, c'est pas Gokudo ou Kuroshakai. Bon, vous nous direz en commentaire ce que veut dire ce titre. Peut-être que c'est vraiment Rainy Dog, et à ce moment-là, tant mieux, hein, tout simplement. 97. Et c'est intéressant. Parce que moi, je l'ai découvert après, peut-être toi aussi ou par hasard. C'est le deuxième volet d'une trilogie, mais totalement non officielle. C'est-à-dire que le premier film, si on n'en parle pas, qu'on l'a pas vu, ce n'est pas grave. Une sorte de trilogie de Yakuza, voilà. Avant ce qu'il fera ensuite avec Dead or Alive. Alors Dead or Alive, ça va au-delà de la trilogie de Yakuza, on est d'accord. Mais c'est un deuxième film, et au casting, alors il y a quand même quelqu'un, justement, on parlait de Dead or Alive, Ouais. un des acteurs fétiches de Monsieur Miike, Sho Aikawa, voilà, qui est ici. Et on reconnaîtra également, alors un petit peu son antagoniste, un certain Tomoro Taguchi, qui, quelques années auparavant, était dans Tetsuo. Il a changé entre-temps, voilà. Parce que tu l'as pas reconnu. Et pourtant, Non. Tetsuo, c'est un de tes films de chevet. Voilà, Totalement. voilà. Donc c'est un acteur qui a beaucoup tourné avec Tsukamoto et Miike dans les années 80-90 et qui continue. Hein. Il était récemment dans Love Life. Voilà. J'ai vu un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps au cinéma d'ailleurs. Alors, je ne me rappellerai pas dans quel rôle, mais il était là. Et autour de ces deux personnes, nous avons en majeure partie actrices et acteurs, alors soit chinois, soit taïwanais, parce que il n'y a pas de page Wikipédia, on ne peut pas trop savoir, parce que le film ne se déroule pas au Japon, mais à Taïwan. Et la délocalisation miquesque, ça c'est un an avant The Bird People in China, il était dans cette période où il voulait aller ailleurs, un peu peut-être comme ses personnages, je ne sais pas. Et au-delà du Yakuza Eiga traditionnel, ici c'est aussi un vrai drame qui va suivre l'histoire de Yuji, qui est une sorte de Yakuza, donc, qui travaille à Taïwan et qui est coincé là-bas. Hein. Et on le sent au début, il y a sa voix off qui revient tout le temps en mode j'en ai marre de ce boulot, je suis blasé. Il espère ne plus être appelé à un moment, mais on l'appelle quand même. Et on va dire la mission, parce que c'est un tueur à gages aussi, hein, grosso modo, qu'on lui donne va le mener peut-être un peu à sa perte. Parce que la personne qui va tuer va avoir un frère qui va quand même tout faire pour se venger. Et entre-temps, comble de l'absurdité de cette situation, ou du hasard, absurdité, hasard, coïncidence, c'est peut-être des choses aussi à creuser là-dedans, il va recevoir entre les pattes son fils qu'il n'a jamais connu, une ancienne petite amie, une ex-conquête, qui vient lui ramener le gamin, qui doit avoir quoi, 6-7 ans, hein, grosso modo. Un enfant qui ne parle pas, il est mutique. Et un enfant qu'il rejette, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas l'accepter au début, même il le laisse dehors sous la flotte, hein, c'est assez triste quand même. Mais l'enfant va n'avoir de cesse que de suivre ce père Yakuza et va même être témoin de certaines choses. Et après, de fil en aiguille, on rajoute d'autres personnages. Donc, son rival qui est là pour le traquer, lui aussi, vient du Japon et il cherche à. Le rival qui est introduit de façon très étrange en haut d'un immeuble, on y reviendra. Parce que il y a quelque chose qui me fait beaucoup marrer sur cette scène. Ça annonce peut-être ce qu'il fera plus tard avec Visitor Ouais. Q. Visitor Q, mais autrement. Bon, bref, une sorte de censure, mais on sent la censure ironique derrière à mort. Et il y aura aussi une prostituée dans l'eau qui va s'éprendre de notre Yakuza, peut-être fasciné par ses tatouages, tout ça. Et
ça va aller sur la route, ça va aller vers un ailleurs peut-être. Mais peut-on vraiment aller dans un ailleurs quand on est bloqué dans une sorte de boucle infernale? Encore un peu l'absurde à la Mickey. Alors c'est pas ISO, pas vraiment, mais l'absurdité d'une existence où on sait pas trop quoi faire. Même si peut-être un nouvel espoir semble se mettre en place. C'est une découverte me concernant et notre cher Romain ici présent pensait l'avoir vu avant. Que nenni, que nenni. C'est une découverte pour toi aussi. Allez, dis-nous tout là-dessus, c'est amusant. Oui, c'est marrant parce que j'étais convaincu de l'avoir vu vraiment, et en fait, je me rends compte avec le recul, mais on verra quand on y reviendra, que je pense que c'est Les Affranchis de Shinjuku que j'ai vu, qui doit être le film qui Le est juste précédent. après. Le précédent, Ou pardon, celui oui, d'après. Enfin, c'est l'un d'avant ou l'un d'après, voilà. voilà. Et celui-là, en fait, alors c'était super cool parce que quand je me suis lancé dedans, voilà, j'étais surpris en fait de dire, bah finalement, je l'ai pas vu, donc c'était un vrai plaisir de le découvrir. Donc c'est un film effectivement qui est dans cette période un peu étrange. Tu le disais, tu parlais de Bird People in China. Mine de rien, on peut aussi parler, c'est vrai, du premier Dead or Alive. Tu as parlé de Dead or Alive tout à l'heure, qui pareil implique un gang mené par un Chinois notamment aussi. Donc Ouais. ce truc à mi-chemin entre le Japon et la Chine, avec Taïwan ici aussi, c'est quelque chose, je pense, qui le questionne énormément justement sur ces rivalités aussi entre gangs. Et c'est super intéressant. Et puis Shoikawa, ce qui est assez rigolo, moi, en le voyant pendant tout le film, je trouve qu'il ressemble énormément en termes de personnage. Alors, il est un peu plus mutique, mais que le personnage qu'il incarne dans le deuxième Dead or Alive, c'est-à-dire ce personnage habillé en blanc qui est l'ange, on se rappelle de ce qu'on avait dit, l'ange en blanc aussi. Donc il y a des échos assez rigolos qu'on peut, alors qui sont certainement à l'époque, en tous les cas, absolument pas voulus, puisque de toute façon, c'est des choses qui vont arriver a posteriori, les Dead or Alive, 99 et 2001, si je me trompe pas, pour les deux premiers. Et mais on est dans quelque chose de très miquesque. Et en même temps, on est au début de sa carrière, donc comme tu le disais, il n'y a pas vraiment d'effusion grotesque au point où on l'a chez Mickey d'habitude. On est dans quelque chose d'un peu plus posé, terre à terre, mais très poétique. On est très proche, moi je trouve, en termes d'ambiance, on est extrêmement proche de Bird People in China. C'est une sorte de presque de road movie contemplatif avec effectivement ce yakuza et ce petit garçon qui le suit. D'ailleurs, il y a toute ce petit conte que raconte le yakuza avec la mouche justement qui est autour de moi et je me sens rassuré quand elle est là, mais quand elle disparaît, finalement je sens son absence, je sens sa disparition. C'est hyper intéressant et je trouve que cette relation, on va en parler certainement quand on passera à la zone spoiler, mais cette relation qui va se tisser entre ce yakuza et Lily, la prostituée aussi, avec qui il va se lier, il y a quelque chose, encore une fois, qui nous ramène à tous les questionnements que Takashi Miike a sur la famille aussi, parce que c'est quand même un film qui traite de la famille, d'une construction d'une famille, et de pourquoi pas, on en parlera peut-être en zone spoiler, de son délitement ou pas, est-ce que ça tient ou pas, est-ce que ça s'effondre ou pas, et c'est vachement intéressant, et c'est vraiment un film qui est parfaitement cohérent avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, comme quoi il y avait déjà dans ces films-là, du milieu des années 90, quelque chose des racines, c'était déjà en germe en fait tout ce qu'on a pu découvrir, tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant. Et c'est hyper intéressant à regarder en fait, d'aller voir les œuvres un peu de jeunesse ou d'un auteur, c'est hyper intéressant. Et puis on est dans un Mickey, j'allais dire, presque épuré par rapport à ce qu'il fera après. Ça ne nous étonne plus, nous, parce qu'on sait qu'il a navigué dans pas mal de styles. On pensait d'ailleurs, un peu bêtement, je ne sais pas, ou trivialement, que c'était avec le temps, notamment sur ses films de samouraï, qu'il avait mis un petit peu en retrait ses côtés fantasques et tout, mais pas du tout. Là, il creuse quelque chose. Mais vraiment, il va y avoir des petits moments miquesques, mais alors, bon, oui, le petit gribouillage à un moment, bon, ça, on y reviendra vite. Le rapport un peu aux écrans, il y a quelque chose qui me semble que j'ai déjà vu dans Mickey à ce niveau-là. Il y a plein de petits trucs, mais il y a un travail esthétique. Alors parfois, ça peut, au début, j'étais en train de me dire, c'est Mickey, mais qu'est-ce qu'il essaye de faire? Essaye-t-il de faire une sorte d'exercice de style, presque post-John Woo? Parce qu'il y a du Melville, il y a un peu de film noir dans l'ambiance. Alors, c'est pas John Woo dans le sens, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de shooting à John Woo. Mais dans un travail un petit peu, et c'est pas les mêmes plans non plus à John Woo, hein, mais un travail sur la psychologie, l'atmosphère, avec cette voix off, etc. On se demande si, bon, film de commande ou pas, parce que c'est compliqué avec Mickey de savoir ce qui est film de commande, ce qu'il voulait vraiment faire. Je pense que n'importe quel projet qu'on lui proposait, il disait oui, et il faisait ce qu'il voulait. Parce que, vu tous les films qu'il a fait, c'est probablement ça. Mais c'est très étonnant de voir ça. C'est comme si, je pense, clairement, c'est comme s'il se lançait un petit peu un défi à lui-même, tout en lançant un peu un défi à cette vague japonaise actuelle qui a du Kitano, quoi. On sent et c'est son pote. Ils sont potes avec Kitano. Je pense qu'ils étaient déjà potes à l'époque. Kitano, on le verra plus tard dans Ozu, hein, notamment. Il y a une idée, il y a des moments, alors c'est presque, il y a des scènes sur la plage, je dit, allez, j'ai dû voir Sonatine, j'ai dû voir aussi Nat de Si, bon, mais c'est presque amusant en fait, parce que tu gardes un décalage aussi à la Mickey. Décalage dans l'absurdité,
plus que dans l'humour. Il n'y a pas vraiment, il y a pas une once d'humour dans le film en vrai. Quand il Non, pense, le film est pas très drôle, c'est vrai. voilà. Mais il y a ce petit décalage qui fait que tu as l'impression, tu as une réalité, mais tu as une réalité bizarre. Hein. C'est flottant. Rien qu'à, si, l'humour, c'est le personnage, là, donc, sur son toit qui se réveille et qui va pisser, là. Donc, on peut le dire là, en gribouille, Oui. soi-disant la zigounette, mais tu vois, en revoyant la scène que non, il y a un jet d'eau, c'est un gros truc comme ça qui sort d'eau, là. C'est-à-dire qu'il y a une fausse censure de rien du tout, il censure juste la poire, en fait. Hein. Mais voilà, il y a ça. Heureusement, pourquoi c'est là. Personnage intéressant parce que il traque notre héros et lui, il en a marre d'être là. Il y a tout un délire. Hein. On ne sait pas, il y a toute une histoire antécédente que tu aurais pu imaginer avoir une sorte de spin-off préquel très riche, je pense, autour. D'ailleurs, il y a ce mystère. Il est là, pourquoi il est là et se demande à un moment aussi pourquoi il est là. Qu'est-ce que je fais? Où vais-je? Dans quelle étagère? Où cours-je? C'est clairement l'idée de l'absurde. Je pense qu'il aimait beaucoup l'absurdité des choses, Mickey. Toujours, totalement. Même que ce soit un peu dans la SF, un peu dans leur réalisme, ou même il y a cette absurdité. Pourquoi nous sommes là? Et lui se dit pourquoi je fais des films? Eh ben pourquoi pas? Voilà. Pourquoi nous vivons? Pourquoi pas? Je fais et ce film-là lui colle bien. Et ça montre que c'est un très bon réalisateur qui sait faire les choses. C'est-à-dire que Mickey, oui, bien sûr, on a vu des trucs de délire, etc. Mais quand on y pense, et même dans certains films, il y a des moments de contemplation, toujours. Enfin, souvent, il y a ça chez Mickey. Et 2 ans après, il fera quand même Audition, qui est très très bien huilé aussi sur ce plan-là. C'est quelqu'un qui sait manier la caméra et qui sait raconter des choses avec ses plans, avec les éléments, parce qu'évidemment la pluie est très importante ici. Il sait l'annoncer narrativement. On entend à la radio à un moment, oh, il va pleuvoir à Taipei. En effet, il va pleuvoir à Taipei. L'orage qui va avoir une importance aussi à un moment pour des scènes où on dévoile le tatouage, la fascination de la prostituée pour ce Yakuza. C'est super bien écrit, c'est super bien mis en scène. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est sur les rails. Mais n'est-ce pas un peu trop sur les rails par moment aussi quand même? C'est ça la question. Après, ouais, je trouve que tu l'utilisais. Il y a une vraie. Ce qui fait que c'est peut-être sur les rails aussi. Moi, j'ai l'impression, en tous les cas, quand je le vois, qu'il y a. Tu parlais de Kitano. Il y a quelque chose qui est de l'ordre presque de l'hommage. En fait, moi, j'ai l'impression de voir à travers ce film un petit peu tout ce que Miike aime de Kitano. D'ailleurs, j'irais même globalement parce qu'on l'avait déjà dit. Hein, mais Miike il vient quand même du cinéma classique. Hein, c'est un mec qui a fait ses preuves avec des réalisateurs classiques. Et donc là, pour le coup, le fait c'est avec Imamura qu'il a commencé, je crois, ses classes. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui a commencé dans le cinéma japonais classique. Et là, il y a effectivement une sorte de classicisme qui est vraiment, vraiment hyper travaillé et qu'on retrouvera effectivement dans ses œuvres, ses remakes un petit peu plus contemporains, que ce soit Rakiri, 13 Assassins, etc. Mais moi, je trouve qu'effectivement, il y a ce truc très Kitano qui fait que c'est peut-être la limite du film, c'est-à-dire que, encore une fois, je sais pas s'il y a un hommage, une note d'intention qui est de dire je veux faire un hommage à Kitano. Mais voilà. Mine de rien, voilà, tout à fait. Ça, j'ai pas pris le moment le plus kitanesque sur la plage, mais il y a ça, quoi. D'ailleurs, ça annoncerait presque l'été Kikojiro 2 ans après. Et c'est presque une réponse de Kitano, peut-être, va savoir. On se marre. Et puis, non, mais en plus, tu parlais de Dead or Alive, pareil, dans le premier Dead or Alive, il y a toute la séquence qui suit la séquence frénétique là, des multiples assassinats au tout début. C'est une séquence où les Yakuza font du foot, ils sont en train de jouer au foot, il me semble, sur la plage. Donc, tout ce truc-là, il y a ce mood Kitano qui fait que peut-être, et là, je reviens sur ce que tu disais sur les dits du rail, on se retrouve en terrain connu et pas vraiment en terre inconnue, si je puis dire, là où Miike a tendance parfois un petit peu à nous balader. Là, on reste sur quelque chose d'assez finalement cadré, et en même temps, je trouve qu'à l'intérieur de ces trucs très cadrés, il y a des petites choses où on se dit, il y a quelque chose qui est pas tout à fait normal, qui est pas totalement sur les rails, où le film parfois risque d'aller sur les rails. Alors, j'aimerais en parler tout à l'heure parce que pour le coup, c'est un truc qui viendra plutôt en zone spoiler, mais je trouve qu'il y a un moment donné, notamment lors du climax, où le film sort des rails et des rails un petit peu, et arrive sur quelque chose, moi, qui a peut-être de l'ordre de l'inattendu, en réalité. Là, il m'a cueilli sur certaines choses. Et il y a un deuxième réalisateur que je vais juste citer. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi ici. Alors, il y a moins d'emphase épique, etc., sur la manière dont travaille le Yakuza et on l'iconise, mais il y a quelque chose aussi, et bon, c'est pas anodin parce qu'il y a un lien de Kinji Fukasaku aussi, je trouve. Bon, évidemment, Valiant Cop, le premier Kitano, à la base, il me semble, destiné à Fukasaku à la base. Donc, cette idée de travailler le Yakuza en le ralliant à quelque chose d'extrêmement intime et de travailler le personnage du Yakuza, non pas en tant que Yakuza, mais en cassant l'iconisation du Yakuza pour traiter d'un individu, d'un personnage qui, en lui, a finalement tout ce qui est de l'ordre de l'universel, ce qui nous ramène à notre condition humaine. Je trouve qu'il le fait ultra bien.
dans une démarche qui est plus proche de celle de Kitano, mais qui forcément s'est nourrie un petit peu des travaux de Kinji Fukasaku. Je pense notamment, principalement peut-être au cimetière de la morale en particulier de Fukasaku. Et puis je rajouterais même, pourquoi pas, un des pères de toute façon du cinéma japonais, Akira Kurosawa, pour Oui, la gestion des bas-fonds. Voilà, surtout la gestion des bas-fonds. On pense à Chien enragé, d'ailleurs, tiens. Ah bah totalement, oui, totalement. L'ange ivre entre le ciel et l'enfer, ou récemment, là j'ai vu Dodescaden. Ça aurait pu être, si Kurosawa était, Akira, encore en vie dans les années 90, il y aurait des trucs qu'il aurait pu faire là. Voilà. Ah bah tout à fait, je suis parfaitement d'accord. Même si ça se passe pas au Japon, là. Parce que Kurosawa, de mémoire, alors si, il y a Derzu Uzala, qu'il a délocalisé en Russie, au sens large. Mais je crois qu'après, la plupart du temps, quand il traitait le social, hein, Kurosawa, c'était toujours au Japon. Mais c'est intéressant parce que il y a quelque chose, c'est très japonais en fait. Mais il délocalise ça à Taïwan. C'est pour ça que je pensais à John Woo. Alors, John Woo, c'est pas Taïwan, c'est Hong Kong. Hein, mais il y a quelque chose aussi, peut-être dans le cinéma taïwanais, peut-être à vérifier. Il y a ce réalisateur, j'ai pensé à ce réalisateur, mais je n'ai vu qu'un film de lui. Celui qui a fait Goodbye Dragon Inn. J'ai peur d'écorcher son nom. Tsai Ming-liang, je crois. Oui, effectivement, qui a fait la saveur de la pastèque aussi, effectivement. Voilà, il me semble qu'il y a peut-être à chercher de ce côté-là, mais comme je n'ai vu qu'un film, j'ai vu des extraits d'autres, mais il y avait quelque chose dans l'ambiance, peut-être. Mais tu vois, je pense à un truc très éloigné, certainement, et beaucoup plus contemporain, mais je trouve que il rend très bien ça. Oui, Wong Kar-wai. Mais Wong Kar-wai, moins là. Même si c'est pas fait par un Taïwanais, mais je pense à The Sadness, par exemple, je trouve que la manière, notamment, de filmer Taïwan aussi, en fait, et l'ambiance très particulière et très singulière qu'il y a à Taïwan, qui n'est pas le Japon, on voit vraiment que c'est pas le Japon. Il y a un truc en fait qui est très dépaysant en fait, de faire du cinéma japonais dans un ailleurs qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma japonais. Et cependant, Nikkei, voilà, par exemple, ça commence comme ça. Ouais, c'est quand même très étonnant. Alors, magnifique plan, c'est une sorte de plan à la John Ford avec de la barbaque de cochon vers la ville. Alors, c'est super esthétique. Je pense pas qu'on verra deux fois un plan comme ça dans notre vie, avec le côté film noir urbain derrière, très beau. Et tu parlais de Melville tout à l'heure, ça marche très bien avec Melville. C'est ça. C'est à Melville qui aurait eu envie de faire une sorte de remake moderne de La Traversée de Paris, peut-être, avec la contrebande de cochons, je sais pas. On dit n'importe quoi. Non, mais c'est ça. Ça commence comme ça et tu te dis, ah ouais, et on le voit, notre héros complètement désabusé entre les carcasses de cochons, ce qui veut dire déjà qu'on déshumanise un homme, hein, aussi d'une certaine manière, par ce travail bizarre hein, qu'on lui donne. Et il a des missions qu'il n'a pas vraiment envie de faire quand même. Il est sûrement undercover, là, hein, grosso modo. Et ça commence comme ça. Et là, tu te dis, il y a quand même une touche Mickey. Il faut être Mickey pour avoir une idée. Tiens, je vais commencer mon film en mettant mon héros dans un camion avec des barbaques de cochons, avec un plan sur la ville derrière. On voit qu'il aime bien filmer le local aussi. Je pense que ça a été tourné sur place, à vérifier, mais ça se sent sur certains points. Et il s'est dit, je vais poser un peu ma caméra sur les lieux. Mais après, évidemment, on est plus dans la logique des choses. Hein, mais c'est vrai que cette introduction est sympathique quand même. On voit de suite le gars paumé. Hein. Voilà, on le voit. Et c'est vrai qu'en plus, on le disait, c'est pas un des films les plus violents de Mickey qu'on ait vu. C'est un film qui est plutôt assez soft en termes de violence, mais c'est assez crade. Sauf, évidemment, oui, tout à fait. Du point de vue de la violence, de qui voit la violence, c'est violent, justement ça. Mais ça, on y reviendra après. Et après, bon, évidemment, Mickey, il sait composer des choses hein, au niveau visuel. Et il y a des plans iconiques. Évidemment, quand il se retrouve avec le gamin dans les pattes, ça peut faire film hongkongais, taïwanais aussi, tu vois. Il y a quelque chose. Ouais. Et on le voit, la mouche, au fond. La mouche, c'est le petit garçon. Voilà, il est mignon, il joue super bien, le petit, là. Il n'aura jamais fait autre chose dans sa vie, je crois. Il n'a pas fait d'autres films. Et cette idée de lui mettre dans les pattes quelqu'un qui ne sait pas parler, en plus. Et c'est vrai que c'est... Alors, on en parlait en off et on parlera de quelque chose dans la zone spoiler. Des impressions de déjà-vu dans le film. On en a plein. Des impressions de déjà-vu, donc de Kitano, d'autres choses sur le final, on y reviendra. Et par moment, voilà, le gamin, il va rencontrer un chien. Bon, il y a plein de chiens dans le film. Hein. Qui est le Rainy Dog? Est-ce notre héros, sous la pluie? Est-ce le gamin? D'ailleurs, il lui dit au gamin, rentre, t'es pas un chien. Il va falloir rentrer à la maison quand même. Et le chien qu'il trouve. Mais tu as un peu l'impression d'avoir du déjà-vu, là. Et là aussi, j'ai eu une impression de déjà-vu avec ce plan, par exemple. Alors, c'est pas l'effet Mandela, peut-être. Je sais pas. Non, mais c'est vrai, je pense, j'ai eu plein de moments où je me suis dit, j'ai déjà vu ça quelque part, effectivement, parce qu'il y a tout un passage que je trouve vraiment intéressant où lui, donc, va se lier avec, donc,
Yuji se lie avec Lily, donc la prostituée, donc il passe pas mal de temps en fait dans sa chambre, et c'est là où il va avoir un déclic d'ailleurs en fait par rapport à un des meurtres qu'on lui a commandité de faire, et qui va l'amener ensuite à la partie, on va dire, si je puis dire, un petit peu qui tend vers le road movie après. Et donc le petit garçon, pendant tout ce temps-là, effectivement, il est dehors, il est à l'extérieur de cette chambre, dans la rue, sous la pluie, et il va c'est recueillir triste. un chien. Et cette image de ce petit garçon avec ce chien, je ne sais pas où je l'ai vu, mais il y a un truc, quand j'ai vu ça, je me dis, j'ai déjà vu ça quelque part. Alors peut-être encore une fois que finalement j'ai oublié le film et que j'ai déjà vu à l'époque en réalité, et que c'est déjà vu par Chaplin, rapport à peut-être. ça. C'est pas de Kid de Chaplin, tiens, peut-être, je sais pas, je viens de penser Peut-être, à hein, ça. mais totalement, ça pourrait. Hein. Ça pourrait être un truc qu'on aurait pu voir chez Chaplin, par exemple, effectivement. Mais c'est super triste, hein. C'est super triste Oui, parce c'est qu'il extrêmement. il ignore totalement le gamin. Hein. Enfin, Oui. il n'arrête pas de l'ignorer là. D'ailleurs, tiens, regardez, j'enlève l'image parce que il y a un plan kitanesque presque. Là. Non, enfin, pas du tout. Magnifique plan coloré avec le prisme. Voilà, non, c'est magnifique esthétique. Là, Il y a beaucoup trop de soleil ici, c'est terrible. Mais c'est pas la pluie là, c'est pas Rainy Dog, c'est Sunny Romain. Voilà. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que on en parlait tout à l'heure, il y a des tropes, c'est un peu une route tracée vers ce cinéma qu'on connaît déjà, parce qu'on a vu beaucoup de Kitano, etc. Et c'est là où en fait, ça serait peut-être la seule limite pour l'instant avec ce film, c'est de savoir s'il a vraiment voulu faire ce qu'il a voulu, ou si c'est pas un peu amusé à faire ce qu'on peut un peu appeler, donc j'en ai parlé aussi, hein, de l'exercice de style, peut-être pas de l'imitation non plus. Et c'est vrai qu'à certains moments, on peut imaginer qu'il y a des poncifs qui, je pense, ont dû énerver certaines personnes. Mais finalement, ça passe bien dans la pesanteur de l'intrigue aussi, quand même. Ouais. Il y a quelque chose d'un peu. Effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée qu'il y a une sorte d'exercice aussi un peu poseur à des moments. On a l'impression que il se regarde de temps en temps, je trouve un tout petit peu filmé. Ça n'empêche pas le film d'être vachement intéressant graphiquement, hein, bien sûr, mais il y a des moments où moi je m'interrogeais sur ce truc-là. Est-ce que là, effectivement, on n'a pas une volonté simplement de faire un beau plan? Parce que de fait, il y en a un nombre incalculable de plans magnifiques. Je trouve tellement tous les plans sous la pluie. Il y a un moment, il y a une énorme averse et on a un insert sur, alors je sais plus, c'est un bout de trottoir ou un truc en métal sur lequel la pluie tombe et ça crée une sorte de fumée quand la pluie tombe. Et je trouve qu'il y a plein de plans hyper beaux comme ça. Il travaille vraiment sur cette idée de l'averse, des trompes d'eau qui tombent tout d'un coup, puisque l'idée c'est en plus il ne tue pas quand il pleut. Le personnage aussi, il y a tout ce truc-là, notamment quand il commandite. Il y a ce moment-là où l'orage est en train de gronder et il va tuer quelqu'un, il s'en va à ce moment-là. Enfin, il y a des trucs assez étranges comme ça qui mettent un caractère très particulier au personnage. En fait, je me rends compte que je disais une connerie tout à l'heure, parce que je disais que par rapport à Dead or Alive 2, le personnage de Shueikawa était assez proche. En réalité, il est beaucoup plus proche, le personnage, pour le coup. C'est le physique de Shueikawa, donc le personnage qu'on trouve dans Dead or Alive De 2, l'autre. mais il est plus proche du personnage qui est interprété par, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Ryu, je ne me rappelle plus du nom de l'acteur, mais qui joue l'autre, qui est le personnage beaucoup plus mutique, beaucoup plus désespéré, parce que de fait, on le rappelle, dans Dead or Alive 2, il est malade, il va mourir, il sait qu'il va mourir, et donc pour le coup, c'est en cela qu'il est complètement désespéré, désabusé, etc. Et c'est l'autre qui va lui redonner une envie de vivre, parce que l'autre est beaucoup plus, le personnage qui est joué par Shueikawa est beaucoup plus enfantin, il s'amuse de ce qu'il fait aussi, c'est un jeu tout ce qu'il est en train de faire. Il y a toute une référence par rapport au jeu, à la magie, on se rappelle dans Dead or Alive 2, notamment avec le personnage de Tsukamoto, puisqu'on parlait de Tsukamoto tout à l'heure. Et là, pour le coup, en fait, je trouve qu'il a vraiment ce caractère de personnage désabusé. Et je trouve intéressant, c'est la dichotomie qui est faite entre ce personnage désabusé, sombre intérieurement, mais finalement immaculé extérieurement. Et je trouve ça hyper intéressant de jouer sur ces deux trucs-là aussi, parce qu'il est toujours habillé en blanc, il n'y a pas une tache de sang sur son... On y reviendra après, on va dans un spoiler après, mais il n'y a pas une tache de sang pendant tout le film. Quand il explose des têtes de 3-4 mecs, il n'y a pas une giclasse de sang sur son truc, il reste toujours immaculé. Et c'est hyper intéressant, je trouve, visuellement. C'est ça, le personnage de Riki Takeuchi. Riki Takeuchi, oui, c'est oui. Mais c'est vrai que tu parlais de plans avec la pluie ou la construction. Alors là, il n'y a plus trop de pluie et tout, mais là, voilà. L'idée à un moment. Alors ça, c'est le rival. D'ailleurs, il est presque fantomatique, la tête qu'il a. C'est assez étonnant. Ça, c'est ce monsieur en costard qui traque notre héros parce qu'il a un contrat sur sa gueule venu du Japon, quoi. Et il y a ce petit jeu du chat et de la souris. Et hop, il le prend par derrière. Là, il y a un beau jeu aussi sur les espaces. On ne s'attend pas à voir notre personnage principal débarquer comme ça. Voilà. Et après, c'est très amusant parce qu'on les voit prendre un petit café, ils parlent tranquille dehors. Là. Respect entre ennemis qui sont deux faces de la même pièce de toute façon. Hein. C'est que ils ont été probablement collègues avant. C'est très étonnant ça. Personnage très étonnant là qu'on voit au premier plan.
qui a vrillé. Hein. Je pense qu'il a pété un plomb, en fait. Ça va faire plusieurs moments là qu'il est à Taïwan. Et il n'est pas content. À un moment, il dit « Je t'aime, Taipei », mais en fait, pas du tout. C'est une sorte d'ironie, là, après avoir pissé sur la ville. Hein, parce que c'est grosso modo... Quand on le voit avant qu'il pisse sur la ville, c'est presque, il est présenté comme un SDF. En fait, il est au sommet d'un toit de truc. C'est très étrange, les personnages. En fait, on sait pas trop. On sent qu'ils ont tous été abandonnés par le Japon parce que lui a perdu son boss. Le personnage de Yuji a perdu son boss qui est mort. On lui apprend au tout début, et donc il peut plus retourner au Japon. En plus, il est isolé là et il s'en fout en plus. Oui. Vous savez ce qu'il fait quand alors je voulais garder ça pour après. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il apprend au téléphone? D'ailleurs, il pense être libéré à ce moment-là. Tu parles. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des trucs. Il regarde des trucs sur les débuts d'Internet et tout, les années 90, formidable, voilà. Avec du QuickTime. Je sais pas si tu as connu des trucs QuickTime. Oui, là. Totalement, si. Kill Player, je sais pas. Truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein. Même les moins de 30 ans, je pense d'ailleurs. Et il regarde des trucs de SF, du Godzilla versus je sais pas quoi, enfin plein de suites. Peut-être que tu as reconnu, toi, les créatures à un moment qu'on voit, je sais pas. Ça fait penser qu'il fera Zebraman 2, Zebraman 1 et 2. Le 2, on l'a pas encore vu. Mais 1 où à la fin, ça part un peu en kaiju quand même. Et on ne sait pas ce que c'est, ces trucs-là. J'ai fait une pause à ce moment-là, je me dis c'est quoi ça? Peut-être des séries. Mais je me suis même interrogé, est-ce que vraiment, c'est la question que je me suis posée parce que tu dis est-ce qu'on les reconnaît? Moi, j'ai pas reconnu de truc spécial en tant que tel. Est-ce que, comme dans Zebraman, il a tourné une sorte de truc complètement fictif qui n'a jamais existé en fait, mais qui correspond à une époque, qui correspond à une culture? C'est super intéressant, je trouve. S'il a fait ça, c'est hyper intéressant. Mais j'ai reconnu un Godzilla à un moment quand même qui traînait. Oui, c'est vrai qu'il y en a un, effectivement. Et alors, ça paraît anecdotique comme ça, mais les écrans et les ordinateurs ont une importance dans le film. C'est-à-dire que ça va décanter même à un moment, parce que sa tête est mise à prix et tout. Il va y avoir des annonces sur Internet. Alors, Internet était bien plus avancé au Japon en 97 qu'en France, hein, je crois. Aux États-Unis, au Japon, plus qu'en France en tout cas. Mais bon, donc les écrans sont importants. Et la nouvelle technologie, Mickey... on se souvient de certaines scènes un peu technologiques qu'il a pu faire. Alors, je sais plus, c'est pas dans un Dead or Alive où à un moment il y avait une sorte de combat avec des gangsters. Oui, voilà. Dans Dead or Alive 2 où il faut exploser la tête du mec et elle est coupée avec des angles, etc. C'est super rigolo aussi. Mais ça, voilà, c'est des expérimentations mickesques. Bon, là, ça reste soft, c'est des écrans et des films avec des écrans, il y en avait quelques-uns déjà à l'époque. Hein. Et notre cher Kiyoshi Kurosawa aussi s'en est amusé, notamment par la suite avec Kairo, et un peu après. Grand film, Kairo, avec des fantômes d'Internet. Quand même, quand on y pense, il fallait faire. Alors voilà, bon, ça, non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais il y a trop de trucs qui sont ouverts un peu partout. Là. C'est bien, merci StreamYard, hein, mais il y a beaucoup de choses. Et alors, il y a aussi, donc il faut qu'on y arrive avant d'aller dans la zone spoiler, ce qui va peut-être nous faire basculer petit à petit, hein, dans la zone spoiler, c'est le personnage donc de Lily. Il y a une forme de mystère en fait, parce que bon, moi je me suis posé la question, c'est incertain. Est-ce que, voilà, bon là c'est après, hein, mais quand il la voit et qu'ils consomment ensemble, elle découvre ses tatouages, tu as l'impression que c'est leur première rencontre et pourtant tu as aussi l'impression qu'ils se connaissent depuis pas mal de temps. C'est un entre-deux. C'est là où on sort d'une réalité possible. La relation est bizarre en fait, tu sais pas vraiment, j'arrive pas à mettre deux mots dessus en fait. On sait pas vraiment si c'est une relation amoureuse non plus véritablement, s'il s'éprend d'elle, on sait si elle s'éprend de lui non plus, on sait pas vraiment. C'est assez, enfin, il y a ce côté, moi je trouve dans le film de relations qui se tissent entre des marginaux. Et parce que tous les personnages sont des marginaux en tant que tels, c'est-à-dire que lui, le personnage de Yuji est un marginal, elle aussi paraît complètement marginale, elle est complètement en dehors de la société. Ce petit garçon, c'est aussi le cas, il est marginalisé de par son handicap. Plus tard, ils iront voir une amie transsexuelle aussi, pareil, sur un personnage aussi marginal. Et ils sont tous comme ça, c'est très étrange, enfin c'est étrange et je trouve ça hyper intéressant et hyper riche en fait de voir ces personnages-là et comment ils interagissent entre eux en fait avec leurs différences. Et je trouve ça hyper étonnant aussi, parce que Mickey, on a pu lui reprocher, certains lui reprochaient d'être très, pour le coup, d'être assez réactionnaire, assez fermé. Alors qu'en réalité, moi, je trouve que dans sa manière, pas tout le temps, voilà. Il met beaucoup en avant les marginaux et avec beaucoup d'amour et beaucoup de sympathie, ouais, il y a quelque chose de beaucoup d'empathie. Voilà, j'essaie de trouver mon mot, c'est ça, beaucoup d'empathie avec les individus différents. Ce qu'il est lui aussi, il est différent, Mickey, si on le regarde.
Et c'est marrant parce que ce plan-là aurait pu sortir tout droit d'un John Woo. Hein. Enfin, je sais Mais pas, il y a quelque totalement, chose. oui. Et la rencontre, ce lien qui se tisse là, ça aurait pu être dans un univers à la Wong Kar-wai. T'as une sorte Et oui, de Renan de mélange, mais après, voilà. Mais c'est vrai que il filme souvent ces personnages un peu de haut, comme ça. Il a peut-être le regard divin au moment de ce réalisateur presque Dieu qui dit, bon, bah, je regarde mes personnages qui vivent dans ce monde absurde. Comment ils vont évoluer ces totalement. chiens Moi, je pense errants. que c'est Parce que ça. finalement, Ouais. le film aurait pu s'appeler Stray Dog, Ah ben finalement. totalement. Comme il pleut. Mais c'est vrai, ils sont tous des chiens errants. Mais c'est vrai qu'il y a une relation qui arrive comme ça, là. Alors, comme la mouche qui se dépose sur Mais un c'est fruit. ça. C'est cette idée ça joue sur les hasards et les coïncidences aussi, peut-être un peu. Hein, Mais oui, tout ça aussi, puisque effectivement, c'est un peu les aléas qui les amènent à tous se rencontrer aussi. Hein, et en même temps, il y a quelque chose qui se noue, en fait, là, à partir de ça, ça qui est hyper étonnant. Et je pense qu'on va passer en zone spoiler après, justement, pour dire en quelle mesure. Mais il y a quelque chose, dans tous les cas, je veux pas aller trop loin, mais il y a quelque chose qui se tisse. Des aléas comme ça, il y a quelque chose de fort qui se tisse. Là où les éléments qui sont beaucoup plus déterminés par le réel, finalement, rien ne semble se tisser. C'est-à-dire que le personnage, il est, comme tu disais tout à l'heure, il est lié à son clan, à son chef Yakuza. Et finalement, quand il meurt, il n'en a plus rien à foutre. Donc, ce truc très institutionnalisé, bah, finalement, il n'y a rien qui se tisse dedans. Et là, par contre, sur des choses qui sont complètement aléatoires, qui sont dues au hasard, et ben, il se tisse quelque chose de vrai. Donc, je trouve en plus qu'il retourne ce truc-là et c'est hyper intéressant aussi. Non, on peut y aller. Hein. Voilà, hop, la Oui, zone spoiler, elle est là. Cette construction familiale qui se noue entre les trois, cette fuite qu'ils décident de faire ensemble, parce qu'à un moment, bon, voilà, on n'a pas dit, le père accepte son fils, bon an, mal an quand même, et les trois partent vers la plage. Il y a comme quelque chose qui sort aussi. Enfin, ils vivent une vie alternative, quoi. Il y a tout un moment où ils attendent, parce que ils attendent que ça se passe, quoi. Et ils espèrent aller ailleurs, ils espèrent quitter. Et d'ailleurs, il y a une des plus belles scènes du film. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand je vais la mettre, tu vas voir, ça va te revenir très vite. En même temps, on l'a vu il y a quelques heures. Hein. C'est pas mais comme si. je pense que je vois laquelle c'est, mais j'attends de Ah, voir. une scène, c'est un lieu en fait. C'est Oui, sur la plage, il y a un refuge. ouais. Et ça discute, et ça vit. Là, il y a la petite vie. Ils ont trouvé leur petit foyer de chiens errants pendant quelques temps. Alors, c'est une sorte de truc oui, de refuge en béton sur la plage, avec magnifique ouverture sous la pluie, là. Et ça discute. Enfin, ça se pose. Enfin, ça vit. Ça vit, mais Ouais. dans une parenthèse un peu obscure, quand même. Parce que là, on est dans des bas-fonds, quoi. Ils ont créé leur petit foyer dans une sorte de bas-fond sur la plage, quoi. En fait, cette séquence-là m'a fait bosser un autre film, alors pour le coup, qui est un film hongkongais, qui est par contre beaucoup, beaucoup plus violent, beaucoup plus nihiliste, hein, même sur son final, mais qui comporte quand même le mot dog dans son titre, d'ailleurs 2 fois. Ça s'appelle Dog Bite Dogs de Tsoi Cheng, qui est Tsoi Cheng, il a réalisé dernièrement. Je pense que ça parlera peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il a sorti? Il a sorti un truc cette année, mais je ne me rappelle plus le titre. C'est City of City Darkness of et Darkness, Limbo, voilà. non. Tout Celui qui a à fait fait, City Limbo of aussi. Darkness, et Limbo, voilà, pour le coup. Ouais, ouais. Et ça raconte une histoire d'amour entre deux marginaux, l'un qui est un assassin, qui est commandité par des mafieux pour tuer des gens, et une jeune femme qui vit dans une décharge publique, qui se prostitue, et cetera. Donc, et il y a un truc qui se noue entre les 2, qui se passe de tout dialogue, qui se passe de tout échange, vocalisé, si je puis dire, et qui passe simplement par le corps. Et je trouve que il y a pas d'enfant pour le coup qui se enfin, il y a un enfant, mais le destin est plus tragique dans Dead by Dogs. Mais pour le coup, il y a quand même ce moment-là où il se noue quelque chose dans les bas-fonds et qui se passe véritablement de paroles, et c'est simplement, encore une fois, la caméra qui va capter la naissance de cette relation-là, mais que les mots ne peuvent pas dire. Et à ce moment-là, en fait, quand j'ai vu ça, alors évidemment, encore une fois, c'est moins crade, il y a quelque chose quand même de plus le film est beaucoup plus, agréable à regarder, le Mickey, curieusement, paradoxalement, parce que Mickey n'est pas toujours agréable. Mais il y a un lien que je trouve intéressant sur cette idée du chien errant, effectivement, comme tu le dis, avec ce petit refuge qui se fabrique et dans laquelle semble se nouer une vraie relation familiale. Soudainement, il y a quelque chose qui se crée. Et je trouve effectivement que c'est une séquence très, très belle. Et moi, je dirais qu'elle se complète ou qu'elle s'achève et se parachève, cette séquence, avec la séquence avec le scooter, qui pour moi Le est le scooter. parachèvement de tout ça. Voilà. Et là, alors là, j'ai pas de photos sur ça, mais le scooter qui est là, enseveli dans le sable, que le gamin voit, il le déterre, il marche. Ça n'a aucun sens, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait là, ce scooter? C'est très C'est là étrange, hein, où oui. on joue sur le hasard et le destin. Mais ça, c'est Mickey. Alors, et son scénariste,
qui, comme beaucoup de films de Mickey, n'a rien scénarisé d'autre. On se demande si c'est pas des pseudonymes et tout. On se pose toujours ce genre de questions. Ouais, je me pose la question, effectivement. Parce que bon, allez, voilà, parce que peut-être politique des auteurs, tout ça, j'en sais rien, hein, mais où il voulait pas trop se mouiller. Il voulait pas montrer qu'il ne dormait pas et qu'il écrivait tous les films qu'il faisait, qu'il en faisait 4 par an. T'imagines? De délire absolu. Mais voilà, on sort. C'est vrai que souvent on sort de la réalité à un moment dans Mickey. Bon, dans Bird People in China, il y a quand même des moments, voilà. Même dans Dead or Alive, à la fin de Dead or Alive 1, même dans Dead or Alive 2, il y a des trucs. On flotte ailleurs, quoi. Il flotte en bas. Tiens, c'est ça en fait. Le ciré jaune qui porte à un moment, ça m'a peut-être rappelé. Ça m'a rappelé ça. Alors, il n'y a pas de clown dans le film, mais voilà. Mais tiens, voilà, il y a ce hasard-là. Et qu'est-ce que tu en as pensé, ce petit moment de scooter où après ils partent. Là aussi, on est dans des films qu'on a pu déjà voir sur la route en scooter. Totalement. Nouvel avenir, nouvel espoir. Mais en fait, ce que je disais tout à l'heure, moi, vraiment tout ce travail sur le hasard qui est présent, d'ailleurs chez Mickey très souvent, de montrer que c'est le hasard qui fait que les choses se nouent vraiment. Le vrai chez Mickey, je trouve qu'il est produit par le hasard. En fait, il naît du hasard. Il n'est pas, encore une fois, des structures sociales, des déterminismes sociaux. Ça, pour lui, je pense en tous les cas qu'il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'il considère, hein, qui vérole la cellule familiale, qu'il faut revenir finalement à la cellule familiale parce que c'est la société telle qu'elle est organisée, telle qu'elle impose des choses qui fait éclater la cellule familiale. Comme pour revenir à Visitor Q, hein, parce que c'est des questions qui sont posées là-dedans. En fait, finalement, tout tordu que soit la révélation de Visitor Q, il y a quand même cette idée de revenir à des choses simples, dans une certaine mesure. Il y a ce truc-là un peu étrange. Et là, on revient à des choses, encore une fois, extrêmement simples, parce qu'on est sorti de ces carcans du milieu Yakuza, de ce code d'honneur du milieu Yakuza, puisque lui, finalement, finit par s'en affranchir. Elle sort de cette structure dans laquelle elle a quand même un Mac, elle est dans ce bâtiment-là où elle se prostitue, elle est avec d'autres. Elle sort de ces structures que lui impose la société, lui aussi. Le petit garçon, il sort de la cellule familiale un petit peu, encore une fois, institutionnalisée, avec la maman qui a l'air, quand on la voit arriver, d'ailleurs, qui lâche, elle est très propre sur elle, elle fait très femme active, si je puis dire ça comme ça. Elle a une sorte d'uniforme aussi. Elle est très uniformisée, alors que le papa, pas du tout. Et je trouve qu'en fait, il crée justement, avec ce hors-cadre, il crée un nouveau cadre. Et je trouve que justement, cette séquence et c'est ce hors-cadre-là qu'il crée, il le crée par le biais du hasard. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et c'est ce qui va amener, je pense, toute la tragédie du final derrière, qui moi, pour beaucoup, m'a complètement... Et c'est là où je dis que je trouve que le film sort soudainement des rails. C'est notamment, on va en venir à la mort de Lily, qui est extrêmement dure. Les morts, en général, sont assez dures, en fait, dans le film, parce qu'elles sont très sèches. Voilà. Soudain, et c'est les excès de violence. Ça aussi, c'est kitanesque, hein, parfois aussi. Oui. Bam, voilà. Et tu l'as dit, très souvent, on le voit par le prisme. Elles ne sont pas violentes graphiquement par rapport à ce qu'on a pu voir chez Mickey de manière globale. Par contre, elles sont vues par le regard d'un enfant. Et donc, la violence ressort dans le regard qui regarde ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est très dur. D'ailleurs, c'est proleptique ce qui se passe avant, quand il va tuer le gars, là, après, voilà, son contrat, quand il va tuer le contrat, il va faire ça sous les yeux d'un quasi-bébé, et il y a son fils qui voit tout. Voilà. On voit rien du cadavre, du mort et tout. On voit juste ce plan face caméra, pam, très film de Yakuza, de gangster, pam, on voit le tirer. Et il y a le gamin, le petit, et puis il y a son fils derrière qui est là et qui voit pour la première fois la mort, qui vient de découvrir son père et qui voit son père créer la mort, enfin, provoquer la mort. Tout à fait. Et ça annonce ce qui va se passer après, parce que le fils, il va voir ensuite d'autres morts. La mort de sa potentielle nouvelle belle-mère et de son père. C'est la totale, quoi. Ouais. Et c'est violent, parce qu'en plus, là, on ne s'attend pas. Bon, que Lily meurt, déjà, c'est d'une violence assez soudain. Là où on pensait que ça allait aller mieux, avec cette trouvaille du scooter, lui aussi errant, hein, enseveli, c'est comme si c'était quelque chose de magique qui ne pouvait pas annoncer quelque chose de bien une fois que le réel se rappelle à eux. C'est comme si c'était une parenthèse de rêve, en fait. Et quand, voilà, en fait, je vais vous montrer le personnage que l'on voit, qui est en lien aussi, évidemment, avec la mafia, parce que forcément, parce que c'est le frère de celui qui a été tué avant. C'est règlement de compte de triade, hein, probablement, d'ailleurs. Pas triade. Et effectivement, il y a un récit de vengeance. Tu as raison aussi de se poser aussi. Il y a quand même la tête, hein. Magnifique ce plan-là aussi, parce que ses cheveux se mêlent à la pluie. C'est très, très bien. Oui.
Voilà. C'est un avocat, je crois, ou le frère de l'avocat. Ouais, je sais pas, c'est un truc comme ça. Enfin, Qui est avocat, bon, effectivement, et qui est le frère de la victime qu'il tue pour son dernier contrat avant qu'il décide de se barrer avec la thune. et Effectivement. c'est gars absolument, voilà, qui va aller au bout. Alors, c'est pas lui qui va tuer notre héros. C'est ça qui est Non. d'ailleurs encore plus Ouais. ironique dans la situation. C'est que le héros, il arrive à venir à bout de ce monsieur, mais qui débarque, comme tu l'as dit tout à l'heure, en Deus Ex Machina. Ça fait très Dead or Alive, hein, comme fin, finalement, si tu veux. Bon, c'est pas explosif Bah, autant que Dead or Alive, mais quand même. C'est donc le rival du début. On pensait finalement, voilà, ils avaient pris un café ensemble, bon, machin. Mais non. Le rival, il débarque et il va tuer notre héros. Et d'ailleurs, il y a un truc qui, alors moi, je sais pas si ça t'a marqué aussi, mais il le tue et alors le plan reste sur lui en mode extatique, youhou et tout. Lui, il a réussi à se libérer. La happy end, elle est pour lui parce qu'il va pouvoir oui, retourner voilà. enfin au Japon. Enfin, il Japon. est libéré. Mais quelle cruauté quand même. Ça, c'est niqué, ça. Il a tué son héros, notre héros, qu'on a appris à apprécier parce que finalement, il a appris à être père, voilà, créer une nouvelle famille. Et on voit donc son bourreau, on va dire youpi youpi, t'as l'impression que c'est de happy end, que le héros c'était Ce l'autre. père, Pas ouais, du tout. tout à fait. Lui, il aura même pas droit à sa happy end finalement. Il a évolué, il a avancé. Finalement, il y a quand même cette idée que le petit garçon, pour lui, va pousser un cri qui va justement Bon. le prévenir lors de du premier échange de tir avant que n'arrive effectivement ce personnage-là. Et effectivement, la happy end n'est pas pour lui. Alors que tout finalement mène à ce qu'il y a une happy end jusqu'alors, en fait, jusqu'à la scène du cross du scooter. On arrive au paroxysme de dire ça y est, il va sortir, ils vont s'en sortir tous les trois. Et ils vont, que tu l'as dit, ils vont aller vers un ailleurs, ils vont trouver quelque chose d'autre. Et finalement, c'est pas eux qui vont avoir droit à leur ailleurs, c'est son rival qui aura le droit à retourner chez lui finalement. C'est terriblement ironique, voire cynique, c'est absolument horrible comme fin. Et je rebondis juste sur un truc, ça dit, avant que j'oublie, sur Dead or Alive. Pareil, une impression de déjà vu qui est certainement de la surinterprétation, mais la première fois il se prend quand même quelques balles avec l'avocat, je crois que c'est l'avocat qui lui tire une balle dans l'épaule. Et donc, il y a tout un plan fixe où il est en train de se maintenir l'épaule, se maintenir le bras, là où il a pris la balle, le personnage de Yuji. Et c'est marrant parce que ce plan-là m'a évoqué immédiatement celui de Dead or Alive quand lui sort de la voiture, qu'il se maintient le bras avant de se l'arracher. J'ai presque vu ici, Ouais. comme s'il y avait une sorte de continuité de ce plan où Shoikawa se tient le bras de la même manière dans Dead or Alive, sauf que dans Dead or Alive, il va jusqu'au bout, il s'arrache le bras, il sort le bazooka et ça se termine comme ça, il fait péter la planète. Et je trouve ça assez marrant parce que le plan est quasiment le même, il est dans la même posture, sauf que dans un côté, on va partir dans le grotesque le plus total, il arrache le bras duquel il est blessé et puis on part sur autre chose. Et là, bah, pour le coup, on reste malheureusement dans la triste réalité. Il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien de grotesque, il n'y aura pas de happy end pour lui. Alors là, évidemment, c'est de la surinterprétation a posteriori avec ce qu'on a vu dans Dead or Alive, mais c'est assez rigolo de faire dialoguer les deux films parce que le plan est vraiment le même. En plus, il y a la dichotomie qui est intéressante parce que le personnage donc, du flic dans le premier Dead or Alive qui est interprété par Shoikawa est habillé tout en noir et lui est habillé tout en blanc. Donc je trouve qu'il y a des trucs qui se répondent Mmh. très étrangement. Encore une fois, coïncidence certainement, le hasard certainement, mais on l'a vu avec Mickey, le hasard a du sens très souvent. Et puis bon, ce personnage finalement, il meurt pas, hein, l'avocat. L'autre, il se barre à Pienne et il va y avoir un truc très étonnant parce que finalement, moi aussi, j'ai eu une impression de déjà vu. Le dernier face à face entre le gamin et ce monsieur, l'avocat, donc il sait que c'est le fils. Et qu'est-ce qu'il dit au fils, ce monsieur? Il dit, quand tu seras plus grand, tu pourras te venger et venir me tuer. Enfin, grosso modo, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'étais là en me disant, tiens, ouais, ça résonne en moi. Et là, avant de démarrer l'enregistrement, tu m'as dit, ah, mais en fait, c'est tout. Mais en fait, Kill Bill, hein? Vas-y, raconte-nous du coup. Et c'est vrai, Tarantino s'est inspiré de cette fin pour Kill Bill. Et on sait qu'ils sont proches tous les deux, puisqu'on a vu Bien Sukiyaki sûr. Western Django, etc. Donc, et même Hostel, dans lequel finalement qui est produit par Tarantino et dans lequel intervient Mickey. Et c'est rigolo parce qu'il lui dit effectivement, d'abord il braque le gamin comme s'il allait le tuer, et finalement il baisse son arme et effectivement elle lui dit je vois en gros ta colère, et si ça te fait mal d'ici quelques années, quand tu auras grandi, tu pourras venir te venger, je t'attendrai ici. Et c'est exactement ce que dit Béatrix Kiddo, pour le coup, à la fille de Vernita Green au tout début du premier Kill Bill, après avoir tué Vernita Green dans la cuisine, et que la petite fille, on la découvre
apparaître dans l'encadre de la porte et découvrir le cadavre de sa mère assassinée par Béatrix Kiddo. Donc, et effectivement, j'ai cherché après en me disant, mais j'ai déjà vu ce truc-là quelque part. Et effectivement, il se trouve que vous lisez un passage sur le Wikipédia, tout simplement, de Rainy Dog, qui est très peu garni, sauf de cet élément-là. Et c'est assez rigolo qui ressort. Donc, C'était marrant parce c'est pas étonnant. qu'à l'époque, ils avaient fantasmé un Kill Bill 3, où il y aurait la suite de la fille de Vermita. Totalement. Et pourquoi pas, 30 ans après, une suite de Rainy Dog, où on verrait. Ça serait génial. Allez Non, mais il fait pas. Alors, il a déjà fait des suites, et évidemment qu'il a déjà fait des suites, notre cher Takashi Miike, parce que par exemple, on a évoqué ces deux Crows Zero, voilà, et que, à mon avis, Zebraman 2 ne tardera pas non plus, parce que ça fait un moment qu'on le veut, voilà. Mais ça serait amusant qu'il nous fasse une suite d'un de ses vieux films 30 ans après, quand même, un jour. C'est génial. Et il pourrait le faire. Lui, il serait du genre à le faire. Il peut, parce que s'il a entendu la rumeur du Kill Bill 3 à l'époque, ça peut l'amuser. Allez, scénarisé par Tarantino, il fait un crossover. Ça serait génial. Mais c'est vrai que. Et pourtant, Rainy Dog, alors déjà, c'est pas un film très connu, c'est pas le Mickey le plus connu, mais ça a inspiré un film de Tarantino. Voilà, vous savez d'où ça vient maintenant. Et ça, c'est. Mais bon, c'est Tarantino, donc Kill Bill, il s'est inspiré de beaucoup de films japonais, hein, pour la plupart. Et de trucs confidentiels en plus, un peu. Le tatouage, je crois. Non, Lady Snowblood. Oui, il y a Lady Snowblood, il y a tatouage aussi, il y a effectivement il y a la femme scorpion, enfin il y a plein de choses effectivement qu'il a convoqué pour ça, effectivement. On the Razor, on peut en citer plein d'autres, hein, Baby Cart, enfin il y a plein de trucs qu'il a été chercher, effectivement. Quand c'est que dans le cinéma japonais. Mais oui, c'est vrai. Bah, il faut savoir qu'il a fait un remake à Reservoir Dogs, hein. Je crois que c'est City on Fire, je crois, si j'ai pas de bêtises. Oui, j'ai un doute. Voilà, donc bon, Kitano, on le sait, c'est un des meilleurs cinéastes plagieurs hommages de l'histoire d'Hollywood, et il s'en cache pas. Oui, et puis ce qui est assez rigolo, tu parles de Kitano et de Tarantino, il faut quand même voir que la même année sort le premier Kill Bill et sort en parallèle le Zatoichi de Kitano, c'est assez rigolo. Et où Kitano, lui, de son côté, va utiliser un maximum de numérique pour faire ses effets et travailler notamment ses effets de sang. Et lui, il va partir plutôt que Tarantino du côté du très pratique. Donc c'est hyper rigolo, en fait, les réponses qu'il y a entre les deux films qui sortent la même année, mais qui ont un dispositif pour travailler la violence et l'action qui est radicalement opposé. L'un plus traditionnel pour le coup chez Tarantino, qui va décapiter d'ailleurs ardemment, comment s'appelle-t-il, cet acteur qui est d'ailleurs un acteur fétiche de Takeshi Kitano et de Takashi Miike. Donc j'ai un trou de mémoire, comment s'appelle-t-il, ça me reviendra, c'est terrible, qui joue aussi l'antagoniste dans Strangers de Naong Jin. C'est terrible, cet acteur japonais incroyable. Jun Kunimura. Est-ce que c'est Jun Kunimura? Je crois, peut-être. C'est Jun Kunimura, oui, voilà. Oui, bien sûr, oui. Quand on voit son visage, oui, c'est lui. Acteur fétiche de Tarantino, de Kitano, qui joue pour le coup chez Tarantino et qui se fait décapiter de manière dans Kill Bill. Donc c'est assez rigolo, tous ces trucs-là se répondent en fait, c'est génial. Presque dommage qu'on n'ait pas eu Kitano, acteur chez Tarantino. C'est vrai. Mais c'est presque dommage. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Hein. Il est jamais, bien sûr. Normalement, Tarantino, il va scénariser la suite de Once Upon a Time in Hollywood pour une réalisation de David Fincher chez Netflix. Tout va bien. Cette news est sortie un 1er avril, mais elle était confirmée le lendemain. Ouais. Mais voilà, bon, moi, je suis que... Pour en revenir, on ferme la zone spoiler. Oui. Rainy Dog. Alors déjà, oui, évidemment, sur le plan esthétique, c'est peut-être un des Mickey les plus poussés dans, on va dire, sorte de forme à l'ancienne. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu, côté quasi film noir par moment. Ouais. Ça lorgne vers le Melville un petit peu, mais c'est autrement. Mais voilà, dans la phase un peu psychologique, voix off, désabusée, un peu, etc. La pluie qui est super bien utilisée, la météo, les orages, parce que c'est vrai qu'on parle, il y a des moments de rythme sur les éclairs et tonnerres, c'est très intéressant. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose aussi. Quand elle découvre le tatouage, c'est vraiment une magnifique scène. Hein. Elle est superbe cette scène, ouais. Voilà. Et puis on voit le travail de la photographie et tout derrière. Mais derrière, il y a le Mickey qui questionne, donc tu l'as dit, c'est vrai, le noyau familial plus ou moins là, et l'absurdité de l'existence. Et c'est vrai que, pour conclure là-dessus, mais bon, après là c'est le 20e Mickey qu'on évoque ensemble, on n'a pas encore évoqué un 5e de sa filmographie. C'est ça qui est marrant quand même quand on y pense. Mais
souvent, parfois, ces films sont assez absurdes, voire gore ou extravagants. Mickey, Gozu, voilà, bon, bref, Visitor Q, tout ça. Mais n'est-ce pas aussi une allégorie globalement, son cinéma foutraque fantasque que je fais de tout, sur finalement l'absurdité de notre existence et qu'on n'est que peu de choses, donc allons-y, allons-y, lâchons-nous. Lâche les potards, mais parfois, à l'idée de faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, eh bien, il fait des films un peu plus classiques aussi, enfin classiques, dans le classicisme. On l'a vu avec ses films un peu Chambara, etc. C'est intéressant ça. Mickey est protéiforme, mais comme la vie, et il sait aussi s'adapter à l'absurdité. Et la psychologie des personnages, ça se recoupe toujours un peu. Hein. Mais c'est vrai que tu as raison. En fait, il fait vraiment tout. Il est capable de tout faire. C'est ça qui est dingue. Et il fait selon l'envie. Moi, je pense qu'il y a cette envie chez Mickey de donner forme à ce qui est informe, à ce magma d'idées qu'il a, d'inspiration. Et il donne une forme, il donne du sens. Effectivement, face à l'absurdité de l'existence, je pense que c'est un battant, Mickey. C'est un mec qui se bat contre l'absurde et qui essaie de donner du sens à tout ce qu'il y a autour de lui, y compris à ce qui semble de prime abord en avoir le moins. Il va vraiment extrêmement loin à cette recherche-là. Et effectivement, je pense que tu as raison, il y a ces moments où il a besoin aussi de donner un sens peut-être plus posé, une forme plus posée, donner une forme plus posée, et puis parfois se laisser aller un petit peu à la frénésie de l'absurde. Enfin, c'est fascinant, c'est vraiment fascinant de découvrir la multiplicité des formes que peut proposer Mickey. Et à l'image de son hyperactivité qui cache peut-être aussi ce besoin de remplir une vie qu'il juge peut-être absurde. Mais totalement, par son acte artistique, il rend sa vie utile pour lui et pour les autres. Enfin, l'art, voilà, l'art permet une expression et je pense que ça reflète bien, du coup, son art à lui et sa personnalité. Finalement, Mickey, je suis persuadé, alors, il paraît que c'est quelqu'un d'assez particulier quand même, mais je pense qu'il est beaucoup plus introverti. D'ailleurs, on le voit peu dans le public. Ah oui, tout à fait, il parle très peu. Et il préfère créer. Il parle, en fait, il s'exprime à travers son art. C'est pour ça qu'il n'arrête jamais. C'est vrai que là, ça fait 1 ou 2 ans qu'il n'a plus rien fait. J'espère qu'il va bien. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. C'est très étonnant qu'on ne le voit plus beaucoup. Donc, à moins qu'il ait trouvé l'amour, j'en sais rien. Enfin, on peut souhaiter le positif quand même aussi. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a eu de cesse de tout tenter. Et je pense que je plaisantais presque tout à l'heure, mais c'est le style de gars, tu lui proposes un projet. S'il a un minimum de liberté, il va dire allez hop, let's go. Oui, je pense. Il faudrait que quelqu'un, un producteur en France, lui propose un projet. Allez, let's go. Parce qu'il y a Kiyoshi Kurosawa qui va bientôt proposer un film, un remake d'un de ses téléfilms, si je ne me trompe pas, avec des acteurs et actrices français. Damien Bonnard, notamment. Voilà. Et proposer à Takashi Miike de venir faire un film en France. Il faudrait réfléchir à un synopsis, à un casting où ça se passerait sur Paris. Alors là, on se régalerait. Voilà. Et un petit crossover avec Quentin Dupieux au passage. Mais non, mais c'est vrai que c'est assez fou, quoi. C'est assez fou ce qu'il propose. C'est toujours surprenant. On est toujours surpris. Je pense qu'on n'a pas tout vu. On n'a pas tout vu. Parce que je sais qu'il y a du truc délire de SF assez particulier là. Il y a des choses on l'a un peu vu dans la SF, dans Zebraman quand même. Un peu vu, voilà. Mais pas tant que ça, finalement. C'est vrai que c'est un des genres qu'on a le moins exploré chez Miike. En fait, c'est la SF jusqu'à maintenant. Très certainement. Et je sais qu'il y a un film qui s'appelle Terraformars ou un truc comme ça, là, où c'est full SF. Ça peut être intéressant aussi. Ah bah moi, je serais hyper content. Et Andromédia, il n'y a pas un truc vaguement SF aussi, je crois, là, qui est sorti à peu près à la même époque, ou plutôt high-tech, technologie, je ne sais pas. Voilà, mais c'est à suivre. Je pense que c'est un réalisateur qui adore réutiliser l'intelligence artificielle pour un délire aussi. Voilà. Ah bah, je pense, c'est un mec qui est prêt à toutes les expériences. En fait, c'est ça qui est super chez lui, c'est qu'il est ouvert à tout. On se rappelle de la maison du bonheur. Non, c'est la maison du malheur. Ça part en stop motion quand Mais bon, voilà. Avec Takashi Miike, on ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est un beau slogan. Ah, totalement. Mais ce qui est sûr, voilà. Rainy Dog. Alors, est-ce que vous l'avez vu? Voilà, dites-nous en commentaire parce qu'on en arrive là. Peut-être qu'il y a des curieuses et des curieux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, même sans avoir vu le film. Bon, de toute façon, il y a la zone spoiler là, qui est finie depuis quelques minutes. Difficile de toute façon. Un jour, si on tente un classement de Mickey, on n'y arriverait pas. Bon, ah non, c'est trop compliqué. Ça n'a aucun sens. Déjà que les classements, des fois, n'ont aucun sens. Mais alors là, sur un cinéaste comme ça, c'est pas possible. Mais
Merci encore une fois, Romain. Mais c'est un Voilà. plaisir à chaque fois et c'est un plaisir d'en découvrir encore un nouveau que je n'avais pas vu. Donc merci à toi de proposer ça à chaque fois et c'était trop bien. Et il y en a d'autres qui nous attendent qu'on va découvrir, ça c'est sûr, ça c'est Ah sûr. mais ça c'est sûr. Et on pourrait être surpris. De toute façon, on finira toujours par être surpris, même si on commence à tout connaître et à sentir les choses venir, on va être surpris. Voilà. On ne Oh, il demande sait qu'à être. faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire, bon, bien sûr, si vous avez apprécié ou pas sur E-Dog, vos Mickey préférés, pourquoi pas aussi, mais parmi les 20 qu'on a évoqués, le Mickey le plus fou qu'on n'aurait jamais, qu'on n'a pas encore évoqué, n'hésitez pas, parce que Ah peut-être oui. des jeux. Ah ouais, allez-y, parce que peut-être. Je sais qu'il a fait des films Jojo bizarre aussi, enfin, n'importe quoi. Apparemment, c'est du live action en plus. Bon, bref, je ne sais pas trop. On remarque que Cloud Zero est une adaptation de manga. Hein, Et puis il y a quelques séries qu'on pourrait explorer parce que moi je sais que j'avais vu à ouais. l'époque MPD Psycho qui est l'adaptation d'un manga que j'aime beaucoup et j'avais trouvé la série très chouette aussi, ce serait intéressant et qui est pour le coup vraiment bizarre, assez glauque, hardcore, gore et qui est très chouette avec pas mal d'ironie et tout, c'est vraiment avec Renosugi qui est un habitué de Kitano aussi. Ah bah, tiens. Donc c'est intéressant si à l'occasion une série aussi ça pourrait être chouette d'en discuter aussi. Bah, de toute façon, on n'a pas de limite. Je crois qu'il n'a pas de limite de médias Non. aussi. Bah, en tout cas, à très bientôt, Romain, alors que ce soit À très bientôt. ici sur ma chaîne ou sur la tienne, parce qu'on a lancé récemment un concept sur la tienne, le concept GOC. Voilà. GOC, genre d'origine contrôlée, où on a parlé de Les yeux sans visage de Dieu sans Franju visage. de Voilà. Et on a Georges déjà une Franju, idée pardon. sur le prochain, Oui. qui risque d'être. Tendu. Ah bah c'est oui, de toute façon oui. Voilà. On va pas faire dans la dentelle, hein, c'est sûr. On va Ah pas faire dans celui-là la non, comédie romantique. C'est pas dans la comédie romantique que vous allez nous voir sur genre d'origine contrôlée. Ça c'est sûr. Et retrouver aussi les innombrables dire horror movie chez Romain. Bientôt il va y avoir plus de hors-série que de. Mais c'est Ah, très bien. tu déconnes, mais là je viens d'en tourner un nouveau hors série tout seul. Je me suis dit, je vais en faire un tout seul qui va sortir d'ici 2-3 jours probablement. J'avais envie, c'est les vacances. Je me dis, bah, ça y est. Allez, voilà. Mais, de toute façon, avec l'horreur, tu peux faire que des hors-séries. De toute façon, De toute façon, sors des sentiers battus. Il faut mieux sortir des sentiers battus. Quoique, des fois, bah, c'est là où ça nous mène vers l'horreur. Mais faut que avec Mickey sortir aussi. battu des sentiers. Mieux vaut sortir des sentiers battus que battu des sentiers. Oh, c'est Pas mal. nul. Mais avec Mickey, on est à la fois hors des sentiers battus et battu des sentiers. Tout à fait. En tout cas, merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés. J'allais dire de nous avoir subi dans cette conclusion un peu dématique. Voilà. Mais c'est le début des vacances, hein, c'est la C'est fatigue normal. qui parle et ça fait du bien. Et on vous dit à la prochaine. Ciao! Salut.